Bonjour tout le monde. Peut-être juste pour commencer, si vous êtes capable de me confirmer là, dans le chat en bas à droite, si vous pouvez juste me confirmer si vous m'entendez bien, si ça fonctionne bien au côté image et son. Bon, excellent. Donc, on va débuter. Donc, aujourd'hui, c'est un petit webinaire, une petite formation rapide pour les premiers acheteurs. Donc, je vais essayer de passer un petit peu sur tous les points, toutes les questions que je vois habituellement en rendez-vous avec mes clients pour une première rencontre. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire là, dans le chat. Je vais essayer de jeter un œil là, de temps en temps. Pour ceux qui l'écouteront là, en différé, parce que le webinaire va être enregistré, donc ceux qui l'écouteront en différé, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser là, par la suite par courriel. Donc, on va commencer tranquillement. Pour débuter, les étapes dans le processus d'achat. En premier, la première étape, c'est de vérifier votre capacité d'emprunt puis votre admissibilité à un prêt hypothécaire. Pour ce faire, vous pouvez me rencontrer moi ou n'importe quel autre courtier hypothécaire ou même votre banque directement peut vérifier avec vous la capacité d'emprunt que vous allez avoir. On va voir tantôt un petit peu les critères qu'on va regarder puis que les banques vont étudier lorsqu'ils vont faire l'analyse de votre dossier. Ensuite, pour ceux qui sont plus débutants et qui veulent avoir accès au service d'un courtier immobilier, lorsque vous en mandatez un pour vous aider dans le cadre d'un achat, habituellement, ça ne vous coûte rien, puisque le courtier acheteur va splitter la commission avec le courtier vendeur. Donc, vous n'aurez pas de frais à payer là, pour le courtier immobilier. Donc, ça peut être intéressant d'avoir l'aide d'un courtier pour faire vos recherches. Surtout si vous n'êtes pas des grands magasineux comme moi. Moi, je suis pas un fan de passer ma journée à aller fouiner pour les maisons. Ça fait que le courtier peut lui faire une recherche pour vous. Par contre, il ne vous donnera pas accès aux maisons qui sont à vendre sur les sites autres que toutes les maisons qui sont à vendre par des courtiers. Donc, tout ce qui est du proprio, Kijiji, les packs, etc., ben, il ne pourra pas vous aider parce qu'il n'y aura pas de commission à moins de le payer pour faire la recherche pour vous. Ensuite, l'étape suivante, faire la recherche et la visite des propriétés qui vous intéressent. Dès que vous en aurez trouvé une qui vous intéresse, ce sera le moment de faire une offre d'achat sur la propriété. Lorsque votre offre d'achat sera acceptée, ensuite, on va avoir un délai, actuellement 10 jours pour le financement, plus 7 jours pour l'inspection. Donc, à cette période-là, on va se rencontrer à nouveau pour essayer de faire approuver votre prêt le plus rapidement possible. Lorsque toutes les conditions vont être remplies, ensuite, il va rester juste à se rendre chez le notaire pour signer l'acte de vente et prendre possession de la propriété. Donc, c'est la dernière étape et la plus fun. Ensuite, première chose à vérifier, est-ce qu'on est admissible pour un prêt hypothécaire? Les banques vont regarder quelques points importants, puis il faut essayer d'avoir le plus de points solides pour qu'on puisse faire approuver le prêt. Idéalement, on va espérer d'avoir un emploi le plus stable possible. Je vais voir un petit peu plus tard avec vous en quoi ça consiste un emploi qui est stable au point de vue d'une banque. Il faut avoir un bon crédit, une mise de fonds, le minimum, là, on va les voir un petit peu tantôt, là, plus tard dans la formation, mais bien important. Puis au niveau du prêteur, c'est toujours mieux vu si notre mise de fonds, on l'a en main, qu'on l'a amassé par nous-mêmes et non, c'est certain que si c'est un don, c'est de l'argent qui est emprunté. Du point de vue du prêteur, ça fait un petit peu moins bien. Donc, idéalement, il faut essayer d'avoir la mise de fonds d'avancer par nous-mêmes. Ensuite, les frais de démarrage, le prêteur va nous demander d'avoir aussi de l'argent disponible pour tout ce qui est les frais de la transaction, donc les frais de notaire, taxes de bienvenue, etc. On va passer à travers ça un petit peu tantôt. Les ratios d'endettement, c'est la dernière chose qui va dicter le montant qu'on peut emprunter. Donc, dernière chose là, que le prêteur va regarder. Idéalement, faut essayer d'être le plus solide sur tous les points possibles. Des fois, on peut compenser si, exemple, on a un crédit qui est un petit peu moins bon, mais qu'on a des emplois stables, une bonne mise de fonds, des frais de démarrage disponibles, qu'on a des ratios d'endettement qui sont bons, on peut compenser par un point qui est faible par plusieurs points qui sont forts. Mais idéalement, c'est d'essayer d'être le plus fort possible dans tous ces points-là. Emploi stable, qu'est-ce qui est bien vu là, pour le prêteur? Il faut avoir au moins 2 ans dans le même domaine. Si on a un poste qui est occasionnel, sur appel, temporaire, à contrat, tout ce qui est quelque chose qui n'est pas safe à 100%, le prêteur va faire la moyenne de vos revenus des 2 dernières années. Donc, c'est ça qui va être compté là, dans vos ratios d'endettement. Donc, bien important d'avoir au moins 2 années complètes d'emploi pour qu'on puisse considérer le plus de salaire possible. Si jamais ça ne fait pas 2 ans que vous êtes dans le même domaine, si vous avez un poste permanent à temps plein ou à temps partiel, si on a un poste permanent à temps plein, on va pouvoir prendre votre plein salaire, même si ça ne fait pas 2 ans. Si c'est un poste qui est permanent à temps partiel, on va prendre le minimum qui est garanti par l'employeur. Donc, si on a un 15 heures qui est garanti, on va prendre le 15 heures là, qui sera pour la qualification. Ensuite, travailleur autonome,
Si on est travailleur autonome, il faut que ça fasse au moins 2 ans complets qu'on est travailleur autonome. Puis à ce moment-là, on va faire la moyenne de vos 2 dernières années. Ce qui est bien important, c'est d'avoir au moins de fournir les avis de cotisation des 2 dernières années. Puis il ne faut pas devoir d'impôt à aucun des deux paliers fédéral et provincial. Il faut que l'impôt soit à jour, c'est très important. Sinon, on n'aura pas d'emprunt. Ensuite, bon crédit. Qu'est-ce qu'on entend par là? Il faut avoir une cote de crédit d'un minimum de 650. Les cotes de crédit, ça va de 300 jusqu'à 900 environ, du moins celle que nous, on va vérifier. Vous pouvez la vérifier par vous-même en allant sur le site d'Equifax ou sur TransUnion. TransUnion, c'est une cote qui est différente. Vous allez voir tout ce qui est crédit qui est à votre nom va y apparaître. Idéalement, quand on commence là, pour notre premier achat, il faut avoir au moins 2 crédits actifs à notre nom depuis au moins 2 ans. Idéalement, avoir le moins de retard possible. Je fais plusieurs capsules ou j'ai écrit plusieurs articles là, si vous avez besoin de plus d'informations pour soit améliorer votre code de crédit ou du moins la bâtir au départ. Puis surtout, un des points qui est bien important, ne jamais dépasser sa limite de crédit. Donc, si vous avez une carte avec une limite de 1000 ne dépassez pas votre limite, sinon ça va être un refus automatique. Il faut absolument que la carte soit en dessous de la limite lorsqu'on va faire la demande. Puis idéalement, il faut être le plus loin possible de notre limite pour maximiser notre code de crédit. Donc, quand on se prépare en vue d'un achat, il faut essayer d'avoir nos dettes le plus loin possible de nos limites, de nos cartes, de nos marges, là, pour être certain de réussir à avoir une acceptation et d'avoir une bonne cote de crédit quand on va la sortir. Ensuite, la mise de fonds. Donc là, j'ai mis un petit peu les détails pour chacun des types de propriétés. Donc, la mise de fonds minimum va être différente d'un type de propriété à l'autre. Si on regarde tout ce qui est maison, duplex, condo, lorsqu'on est propriétaire occupant, donc ça va être votre résidence principale que vous allez occuper, on peut mettre un minimum de 5 de mise de fonds. Si c'est un chalet résidence secondaire, il existe aussi des programmes à 5 Si on y va dans le triplex, quadruplex, toujours propriétaire occupant, donc avec un revenu, on peut mettre 10 de mise de fonds. Quand je dis conventionnel, en fait, c'est que le prêt n'est pas assuré par la SCHL. Donc, si on n'est pas propriétaire occupant, que ce soit une maison pour la location du 2 logements, 3 logements, 4 logements ou condo locatif, il faut mettre 20 de mise de fonds. À ce moment-là, le prêt ne sera pas assuré par la SCHL, tandis que tout ce qui est la partie en haut là, qui est assurée, donc maison, duplex, condo, propriétaire occupant, 5 ou triplex, quadruplex, propriétaire occupant, c'est des prêts qui vont être assurés par la SCHL, donc il va y avoir une prime d'assurance qui va être ajoutée à votre montant de financement. Si on met 5 la prime va être de 3,15 du montant emprunté. Donc, on pourra tout le calculer là, éventuellement si jamais vous faites un achat. Ensuite, les frais de démarrage. Ce qu'on entend par là, au niveau des frais de démarrage, la SCHL, lorsque le prêt est assuré, nous exige d'avoir au moins 1,5 du prix qu'on va acheter de disponible dans notre compte ou sur une carte de crédit ou une marge de crédit, au moins qu'on puisse démontrer au prêteur qu'on l'a de disponible. Ces frais-là servent en fait, ce montant d'argent-là ne devra pas être nécessairement sorti de votre compte, mais il faut juste démontrer que vous l'avez disponible pour payer la taxe de bienvenue, les frais de notaire, TVQ sur la prime SCHL, parce qu'il y a une taxe sur la SCHL, c'est 9 du 3,15 donc on a une taxe sur une taxe à payer. Ensuite, les taxes municipales et scolaires qui vont devoir être payées pour l'année en cours, puis les frais de déménagement. Donc, je vous dirais qu'avec le 1,5 on n'en a même pas trop. Là. Souvent, on en manque un petit peu là, pour tous ces frais-là. Peut-être juste pour venir individuellement sur chaque point, là, droit de mutation, la taxe de bienvenue. On peut prévoir à peu près 1 000 par tranche de 100 000. Donc, pour une maison, exemple de 250 000, on peut prévoir à peu près un 2 500 pour la taxe de bienvenue. Les frais de notaire, actuellement, je vous dirais que les notaires vont charger entre 1 200 et 1 300 taxes incluses pour une transaction d'achat. TVQ sur la prime d'assurance, donc comme je disais, c'est 9 sur la prime d'assurance. Sur une maison, un exemple 200 000, la prime SCHL est autour de 6 000, donc 9 de 6 000 pour la TVQ. Donc on peut s'attendre peut-être autour de 500-600 de TVQ qui va être à payer chez le notaire également. Taxes municipales et scolaires, lorsque vous allez passer chez le notaire pour la prise de possession, le notaire va s'occuper de faire la division des taxes en fonction de la date où vous allez prendre possession. Donc, si exemple, on prend possession le 1er juillet, qui est exactement au milieu de l'année, le notaire va splitter les taxes moitié-moitié entre vous et le vendeur. Ça va être à payer chez le notaire. Donc, tout ce qui est les frais de notaire, TVQ sur la prime d'assurance, taxes municipales et scolaires, ça va tout être à payer chez le notaire. Droit de mutation, la taxe de bienvenue, ça va être à payer environ un mois ou deux. En fait, je dirais, ça dépend des municipalités, là, mais autour de 2 ou 3 mois après la prise de possession, vous allez recevoir le compte par la poste.
les frais de déménagement, ben ça, c'est vous qui allez décider. Si vous le faites par vous-même, ça coûte pas mal moins cher. J'ai mis une petite illustration comique, là, c'est une grosse maison ou un petit shack. Comment est-ce qu'on va déterminer le montant de capacité d'emprunt maximal? Habituellement, on peut se rencontrer pour le faire, mais le calcul peut se faire par vous-même aussi également. Ce qu'on va regarder, c'est vos revenus annuels bruts combinés. Donc, si vous êtes un couple qui achète, on va combiner à deux vos revenus annuels bruts. Si vous voulez savoir c'est quoi votre revenu annuel brut, regardez sur vos derniers rapports d'impôts. C'est la ligne 150 sur les rapports d'impôts fédérales ou sur la vie de cotisation aussi, on peut le voir à la ligne 150. Si vous avez un emploi qui est à contrat ou de tout ce qui n'est pas stable, comme on disait tantôt, vous faites la moyenne de vos 2 dernières années sur la ligne 150. Si vous avez un poste qui est permanent à l'année, vous prenez votre salaire de l'heure fois le nombre d'heures que vous faites fois 52 semaines, c'est ça le salaire qu'on va qualifier. Donc, ça, c'est le revenu annuel brut par rapport à vos paiements. Donc, tout ce qui est vos dettes personnelles. Si on a des cartes de crédit, on va prendre 3 du solde des cartes de crédit. Si on a des dettes, des paiements auto, exemple, on va prendre 100 du paiement auto. Tout ce qui est des autres prêts, on va prendre vraiment le paiement mensuel. Tout ce qui est carte ou marge, on va prendre 3 du paiement. ABD et ATD, c'est ça les ratios qu'on va regarder. ABD, donc c'est tout ce qui est en rapport avec la propriété. Donc, on regarde vos revenus annuels bruts par rapport aux dépenses de la propriété, donc l'hypothèque, taxes municipales et scolaires, chauffage. Il ne faut pas qu'on dépasse, si on est dans un prêt qui est assuré par la SCHF, donc c'est exemple, on met 5 de mise de fonds, il ne faut pas qu'on dépasse 39 au niveau de l'ABD. ATD, c'est exactement le même calcul, mais on y ajoute à ça toutes vos dettes, donc les paiements auto, les cartes de crédit, etc. Il ne faut pas dépasser 44 Ce n'est pas la règle chez tous les prêteurs. Il y a certains prêteurs qui sont un petit peu plus sévères que d'autres, mais la règle générale, c'est ça. Si on est en conventionnel, donc si on n'est pas assuré par la SCHA, donc si on met une mise de fonds plus de 20 les prêteurs sont un petit peu plus sévères dans ces cas-ci, étant donné qu'ils n'ont pas d'assureur pour couvrir si jamais vous ne les payez pas et qu'ils doivent vous saisir. Ils sont un petit peu plus sévères au niveau des ratios d'endettement, donc on ne pourra pas dépasser 32 au niveau de l'ABD et 40 au niveau de l'ATD. Donc, ce que ça représente, là, ces pourcentages-là. Donc, c'est le paiement de la propriété. Quand on regarde l'ABD, exemple, le paiement de la propriété et tous les frais afférents ne doit pas dépasser 39 de vos revenus annuels bruts. Puis, lorsqu'on regarde l'ATD, c'est le même calcul, mais avec toutes les autres dettes. C'est comme ça, si vous voulez faire le calcul par vous-même, ça peut se faire. Sinon, moi, je peux le calculer pour vous, ça se fait super bien. Le choix du prêteur. Quand on va être rendu à l'étape de faire approuver notre prêt hypothécaire, on va regarder pour. Attendez juste une petite seconde, il y a quelqu'un qui semble ne pas avoir de son. Quelque chose. Les autres, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. On va mettre un cas isolé pour celle-ci. Bon. Donc, revenons à la présentation. Donc, le choix du prêteur virtuel ou traditionnel. Il existe des institutions financières traditionnelles, donc vous les connaissez probablement tous là, déjà, la Banque nationale, Banque Laurentienne, TD, Desjardins. C'est des prêteurs qui vont avoir des succursales un peu partout au Québec. Il existe aussi d'autres types de prêteurs qui sont un petit peu moins connus, les prêteurs virtuels. Exemple, Tangerine, qui est un des plus connus, First National, on en a plusieurs là, avec lesquels on fait affaire, l'Industrielle Alliance, la Capitale qu'on a ici à Québec, Simplicité, qui sont tous des prêteurs avec lesquels on fait affaire, nous autres, chez Multiprêt, qui ne sont pas nécessairement tous accessibles directement par les consommateurs. Souvent, il faut passer par l'entremise de courtier hypothécaire comme moi pour y avoir accès. Ces deux types de prêteurs-là ne vont pas être mauvais l'un et l'autre. Les deux sont là pour se compléter. Il y a des produits qui s'adressent à certains types de clients, d'autres qui s'adressent à d'autres. Ça dépend de vos besoins. Au niveau du virtuel, peut-être un petit peu les avantages d'aller dans le virtuel. On n'aura pas besoin de changer toutes nos choses de banque pour aller avec un prêteur comme ça. On peut juste fournir un spécimen de chèque. Ils vont venir prendre les paiements directement dans notre compte. Donc, c'est super simple. Souvent, ils vont avoir des interfaces web, donc on va pouvoir aller consulter notre taux d'intérêt, faire des modifications à nos paiements, tout ça en ligne. Donc, c'est super bien fait pour ça. Au niveau des prêteurs traditionnels, c'est peut-être plus pour les gens qui veulent avoir vraiment un lien, pouvoir rencontrer vraiment quelqu'un dans un bureau, puis se déplacer quand il y a un problème ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est sûr que c'est un des avantages d'aller vers le traditionnel. Souvent, je vous dis, c'est pas systématique, mais souvent, les taux d'intérêt vont être plus bas dans le virtuel, étant donné qu'ils ont moins de dépenses.
ont moins de bureaux à entretenir, etc. Donc, souvent, ils vont être en mesure d'offrir des taux d'intérêt plus bas du côté virtuel. Des fois, par contre, il y a des prêteurs traditionnels là, qui ont des grosses promos et qui vont être très agressifs là, au niveau des taux d'intérêt, donc ça peut être intéressant quand même. Ensuite, les choses à regarder là, quand on va faire le choix de notre prêteur, le taux d'intérêt, la pénalité. Donc, quand on va vendre la propriété ou soit si on se sépare ou si on doit refinancer avant l'échéance, il va y avoir une pénalité qui va être associée à ça. Donc, certains prêteurs la calculent de façon différente. Donc, il y a certains qui vont être plus avantageux que d'autres. Donc, c'est un des critères importants à vérifier quand on fait le choix de notre prêteur. Les paiements anticipés, donc si vous voulez payer plus rapidement votre maison, certains prêteurs sont un petit peu plus permissifs là-dessus. Donc, ça peut être intéressant de vérifier ça. La qualification, certains prêteurs sont plus sévères que d'autres au niveau de la qualification. Donc, des fois, quand on a un dossier qui est plus borderline, ça peut être intéressant d'aller regarder pour un prêteur qui est plus ouvert à ce type de dossier-là. Puis l'emplacement, des fois, quand on est en région trop éloignée, quand on fait un achat, des fois, on n'aura pas le choix de donner avec un prêteur ou un autre parce que certains prêteurs ne se rendent pas jusque-là. Donc, ça peut être un autre des critères qui va faire choisir notre prêteur. Produits hypothécaires, certains termes là, à apprendre, là, ouvert ou fermé, fixe ou variable. Beaucoup de monde là, qui mélange tout ça. Quand on parle d'un prêt ouvert, ce qu'on veut dire par là, c'est un prêt qu'on peut rembourser en totalité, en tout temps, sans pénalité. Donc, si on a un prêt qui est ouvert, je vous dirais qu'on va utiliser ce type de produit-là seulement lorsque notre propriété est en vente, puis qu'on arrive au renouvellement. Donc, ce n'est pas quelque chose pour un premier acheteur, on ne parlera jamais de prêt ouvert parce que ça coûte beaucoup plus cher. On parle des taux habituellement autour de 6 là, en date d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. C'est vraiment juste quand notre propriété est déjà en vente, exemple, ou à moins que ce soit dans le but de faire un flip, d'acheter, rénover, puis revendre très rapidement pour ne pas avoir de pénalité, on va prendre un taux ouvert. Mais sinon, autrement, on va vraiment regarder du côté de fermé. Donc, fermé, ça veut dire qu'on a un contrat qui est fermé, donc on ne peut pas rembourser l'hypothèque en tout temps sans pénalité. Si jamais on doit vendre ou refinancer, il va y avoir une pénalité lorsqu'on a un prêt qui est fermé, mais les taux sont beaucoup plus avantageux. Donc, on va essayer d'y aller avec un produit fermé dans ce temps-là. Si jamais on pense revendre rapidement, on peut y aller avec un taux fixe à plus court terme. Donc, exemple, un taux fixe à 1 an ou 2. Comme ça, on n'aura pas de pénalité lorsqu'on va être à échéance, mais au moins, on va avoir bénéficié d'un taux d'intérêt qui est très bas. L'autre chose, donc les gens mélangent souvent ouvert et variable, puis fermé et fixe. Là. Donc, c'est vraiment deux notions complètement différentes. Quand on parle du taux fixe ou variable, là, à ce moment-là, c'est là qu'on parle d'un taux qui va rester fixe pendant toute la durée du contrat ou qui sera variable. Quand on parle d'un taux variable, il va être variable en fonction du taux préférentiel de la Banque du Canada. Donc, quand le taux préférentiel va bouger, votre taux variable va bouger, tandis que les taux fixes, une fois qu'on a un taux fixe qui est signé, il reste le même pendant tout le long, donc ça ne bouge pas. Marge de crédit hypothécaire. C'est un produit qui ne sera peut-être pas nécessairement utile pour vous, les premiers acheteurs. Par contre, c'est bon de savoir que ça existe. Si on met une très grosse mise de fonds, exemple plus de 20 on peut avoir accès à une marge de crédit hypothécaire qui va nous permettre de réemprunter sur notre hypothèque avec un taux d'intérêt qui est super bas. En date d'aujourd'hui, on parle de entre 3,35 et 3,50 au niveau des taux d'intérêt pour les marges de crédit hypothécaire. Donc, c'est beaucoup moins cher qu'une carte de crédit ou qu'une marge de crédit personnelle. Donc, la banque ayant la garantie de la propriété derrière tout ça, sont prêts à offrir des taux d'intérêt plus bas là, au niveau des marges hypothécaires. Mais faut avoir au moins un 20 d'équité sur la propriété. Donc, il faut mettre au moins une mise de fonds de 20 pour avoir accès à un produit comme ça. Ensuite, le terme, donc il existe des termes fixes de durée très courte jusqu'à très longue. On peut aller dans des taux fixes à partir de 6 mois jusqu'à des taux fixes de 10 ans. Je dirais que le 10 ans, c'est peut-être pas quelque chose qui est très utile pour les premiers acheteurs. C'est peut-être plus pour les gens qui sont en fin d'hypothèque, qui leur reste à peu près ça, justement, 10 ans, puis ils veulent être sûrs de ne pas avoir de variation dans leur taux d'intérêt. Mais je vous dirais que c'est un petit peu plus cher pour rien. C'est pas quelque chose qu'on vend fréquemment, mais ça existe. Puis du très court terme aussi, donc, ça va vraiment être dans les cas des flips ou des choses comme ça où on va éviter d'avoir une pénalité. Mais sinon, règle générale, c'est beaucoup du taux fixe 5 ans ou du taux variable 5 ans qui vont se vendre. C'est pas mal les deux produits les plus populaires. Fréquence des paiements. On peut avoir nos paiements à la semaine, aux 2 semaines, bimensuels ou mensuels. Quand on paye à la semaine ou aux 2 semaines accélérées, on va sauver un petit peu sur l'amortissement parce qu'on fait plus de paiements dans l'année. Donc, si on exemple, on est aux 2 semaines accélérées, on va faire 26 paiements par année, tandis qu'il y a 12 mois, donc en théorie, il devrait y avoir 24 paiements. Mais quand on est aux 2 semaines accélérées, on va en faire 26. Donc, c'est les deux paiements supplémentaires s'en vont directement sur le capital.
et puis nous permettre de sauver à peu près 2 ans là, en bout de ligne sur un amortissement initial de 25 ans. Donc, ça peut être intéressant si vous avez déjà des payes aux 2 semaines, de prendre un paiement aux 2 semaines accéléré, puis vous allez sauver en même temps. Ensuite, taux variable. Je vous explique un petit peu le taux variable. Souvent, les gens ont, ça fait peur d'avoir, le terme variable peut faire peur, mais soyez sans crainte. Il existe des produits qui peuvent être intéressants dans le variable, puis ça nous permet de sauver de l'intérêt. Donc, quand on prend le temps de démystifier tout ça, ça peut être un produit qui peut être bien intéressant pour vous autres, les premiers acheteurs. Souvent, c'est le moment dans votre vie où l'hypothèque va être la plus grosse, donc on veut essayer de minimiser le coût des intérêts. Donc, un taux variable peut être intéressant. J'en parlais un petit peu tantôt, le taux préférentiel, c'est lui qui va faire varier votre taux. Donc, dernièrement, les taux ont baissé en début d'année. On a eu une baisse de 0,15 du taux préférentiel. Les prédictions, j'ai mis à la fin, je voulais terminer avec ça, le boule de cristal. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de prédiction de hausse à très court terme. Donc là, si on regarde pour les prochaines années, on prévoit une stabilité, éventuellement peut-être des hausses à plus long terme. Puis je vous dirais, s'il est pour en avoir, ça va se faire vraiment de façon très graduelle. Donc pour l'instant, il n'y a pas de crainte à avoir un taux variable. Rabais de taux, ce que je veux dire par là, vous allez avoir un taux variable. Comment ça va se vendre? C'est que vous allez avoir le taux préférentiel, l'exemple qui est à 2,85 présentement en date d'aujourd'hui. Vous allez avoir un rabais de taux par rapport au taux préférentiel. Donc, c'est comme ça qu'on va le choisir, qu'on va signer. Puis c'est ce rabais de taux-là qu'on va se garantir pendant 5 ans. Quand on va dire qu'on a un taux variable 5 ans, il va être à taux préférentiel moins un certain rabais. Donc là, en date d'aujourd'hui, on peut en avoir autour de moins 0,50. Donc, on va être à taux préférentiel qui est à 2,85, moins 0,50. Donc, c'est ce rabais-là de 0,50 qui est garanti pendant 5 ans. Et puis, donc, si on est rendu dans 5 ans, quand on va être dû pour renouveler, on pourra choisir soit un nouveau rabais de taux si on reste dans le variable, ou soit changer d'institution pour aller trouver un meilleur taux, ou changer ça à taux fixe. Au niveau du taux variable, c'est un petit peu plus dur de se qualifier pour un taux variable, puisque les critères sont un petit peu plus serrés. Quand on va faire le calcul de ABD, ATD que je parlais tout à l'heure, on va être obligé de gonfler le taux d'intérêt comme s'il avait monté. Donc, les banques veulent s'assurer que si jamais les taux se mettent à monter, vous allez avoir encore les moyens de payer. Donc, il faudra surveiller ça au niveau de la qualification. Donc, dans certains cas, même si on voudrait prendre un taux variable, des fois, on n'a pas le choix d'y aller avec le taux fixe parce qu'on ne peut pas se qualifier pour un taux variable. Souvent, quand on est plus serré dans les ratios d'endettement, donc si on a moins de revenus, beaucoup de dettes, des fois, c'est un petit peu plus dur de se qualifier pour un taux variable. Possibilité de convertir en taux fixe. Ce n'est pas tous les prêteurs qui vont nous offrir cette option-là, mais il y en a certains qui vont le faire, puis ça vaut vraiment la peine quand c'est le cas. Certains prêteurs vont nous permettre de convertir notre taux variable au taux fixe du jour pour le restant du terme. Donc, c'est exemple, on a un taux variable depuis 3 ans. Initialement, si on a pris un terme de 5 ans, donc il nous reste 2 ans en théorie, après 3 ans. Si on veut le changer pour un taux fixe, on va avoir un taux fixe 2 ans, donc le restant du terme, le taux fixe du jour à ce moment-là. Donc, ça nous permet de garder une sécurité. Donc, si jamais les taux se mettent à monter, donc le variable n'est pas un produit qui est si imprudent là, comme produit. Ça peut être intéressant de le changer à taux fixe si jamais les taux se mettent à monter. Un autre incitatif à choisir un taux variable, la pénalité. Quand on va venir pour vendre ou pour refinancer avant le terme, donc si on ne se rend pas à notre 5 ans initial, la pénalité est beaucoup plus faible sur un taux variable habituellement. On va avoir une pénalité juste de 3 mois d'intérêt. Donc, sur une hypothèque d'environ 200 000, ça peut représenter une pénalité d'à peu près 1 400 alors que dans des taux fixes, c'est pas rare qu'on va avoir des pénalités au-dessus de 5 000. Donc, au niveau de la pénalité, ça peut être un bon argument si vous ne savez pas quand est-ce que vous allez vendre, mais que vous savez que vous ne vous rendrez pas au bout de votre 5 ans. Taux variable, c'est vraiment le type de produit que je vais préconiser dans ce temps-là. Taux fixe, ben, c'est beaucoup plus simple. On signe un terme dans lequel on va avoir un taux fixe pour toute la durée. Ça va augmenter un petit peu votre capacité d'emprunt aussi, comme je disais, parce que quand on a un taux fixe de plus de 5 ans, dans la qualification, on va prendre vraiment le taux que vous payez, donc vous n'avez pas besoin de le gonfler comme si jamais les taux se mettent à monter, parce que votre taux va rester le même pendant toute la durée du terme. Ça vous donne un paiement qui est très stable. Par contre, si jamais on doit vendre et que les taux ont bougé beaucoup, on pourrait se ramasser avec une pénalité qui est beaucoup plus forte. Donc, ça peut être un peu moins intéressant à ce niveau-là. Ensuite, l'analyse de votre dossier. Il n'y a pas juste vous qu'on va regarder quand on va faire l'analyse de votre dossier. On va regarder aussi la propriété. Ce n'est pas toutes les propriétés qui sont qualifiables chez tous les prêteurs. Certains prêteurs qui sont plus ouverts à différents types de propriétés. Il y en a qui veulent vraiment juste
des maisons ordinaires, il y en a qui veulent plus des multiplexes. Donc, ça dépend vraiment du type de propriété que vous avez besoin, puis de l'état de la propriété. Donc, si c'est en bon état, si c'est en moins bon état, ça va être des facteurs qui vont influencer là, le choix du prêteur. Un prêteur pourrait dire qu'il vous accepte vous en tant que pour le financement, mais pourrait refuser la propriété puis vous dire que cette propriété-là, ils ne veulent pas l'avoir. Je vais en venir un petit peu en détail tantôt. Documents requis, même chose aussi. Donc, ça, c'est une des choses que le prêteur va regarder toute la documentation. Ça peut paraître beaucoup, mais vous allez voir tantôt, quand on est bien préparé, au moins, on peut sauver du temps là-dessus. Les délais, donc, pour l'analyse de votre dossier, on a 10 jours habituellement quand on fait un achat là, pour fournir l'approbation du financement. Idéalement, c'est toujours bon qu'on se soit rencontré d'avance ou qu'on ait pu analyser votre dossier, au moins que ce soit à distance, au moins d'avoir un peu les documents déjà d'amassés. Parce qu'en 10 jours, là, ben, quand on parle du délai de 10 jours, c'est vraiment à partir de la date où vous avez signé votre offre d'achat, ben, en fait, qu'elle a été acceptée. Puis ça compte, les journées fériées sont inclus là-dedans, les journées de fin de semaine. Donc, si on signe l'offre d'achat, exemple, un vendredi, on a déjà le vendredi, le samedi, le dimanche qui sont perdus. On a déjà 3 jours sur notre délai de 10 qui est déjà perdu. Donc, ça nous donne grosso modo maximum une semaine pour une semaine ouvrable pour réussir à avoir l'approbation. Donc, quand vous faites votre offre d'achat, si jamais vous voyez qu'il y a des jours fériés à travers ça, essayez de vous donner un petit peu plus de lousse que 10 jours pour avoir l'approbation du financement. Des fois, ça peut être un petit peu plus long que ça. Puis le document qui est vraiment primordial à remettre là, au vendeur, c'est l'approbation finale. Donc, c'est une fois que tous les documents vont avoir été remis au prêteur, que le prêteur va avoir terminé son analyse, on va avoir l'approbation finale, puis c'est ce document-là qu'il faudra remettre au vendeur. Ensuite, la propriété, donc je l'avais dit tantôt un petit peu, là, les prêteurs ne sont pas ouverts à tous les types de propriétés. Les types de propriétés qui vont être dures à financer, les propriétés qui sont dans des zones inondables, les propriétés qui demandent des rénovations majeures, qui ont des fissures dans le solage, infiltration d'eau. Ce type de propriété-là, habituellement, il faudra vraiment avoir un bon plan de match pour réussir à convaincre le prêteur. Si, exemple, on a eu des fissures, bien, il faut idéalement que ça soit corrigé ou à la limite qu'on ait demandé un prêt rénovation qui pourra servir à corriger le problème pour que le prêteur s'assure vraiment que ce soit un problème qui sera réglé parce que le prêteur ne veut pas se ramasser à saisir une propriété si jamais vous faites faillite et vous n'avez pas les moyens de le payer. Il ne veut pas se ramasser avec une maison qui est en mauvais état parce que c'est dur à vendre. Donc, ça se pourrait que le prêteur ou que l'assureur, la SCHL ou Genworth qui assure le prêt pourrait refuser tout simplement de financer pour cette propriété-là. Donc, essayer d'y aller avec des propriétés qui sont relativement en bon état ou il y a un bon plan là, pour les rénovations si jamais c'est le cas. Les propriétés qui sont sur des terrains loués, il n'y a pas beaucoup de prêteurs qui vont faire ça. Puis quand ils vont le faire, ça va être avec des taux d'intérêt qui ne sont pas toujours les plus intéressants. Donc, idéalement, à éviter. Condo individu, même chose. On va être obligé de choisir le prêteur qui est déjà sur la propriété. Donc, si, exemple, un autre des propriétaires est financé chez Desjardins, en fait, tous les propriétaires du même immeuble devront être chez Desjardins. Donc, ça ne vous donne pas de choix de prêteur. Donc, c'est le prêteur, sachant que vous n'avez pas d'autre option, va vous donner un taux d'intérêt qui va être moins intéressant. Donc, c'est peut-être moins le type de propriété qu'on va regarder. Au niveau des rénovations, j'en ai parlé un petit peu tantôt, là, si jamais on a besoin d'un petit peu d'argent supplément pour les rénovations, la plupart des prêteurs vont avoir des normes qui sont semblables. On peut emprunter habituellement 15 de plus que le prix prêté, le prix payé, excusez-moi, pour des rénovations. Donc, on peut l'ajouter au montant du financement. De la façon que ça va se calculer, c'est qu'on va prendre votre prix payé, on va ajouter le montant que vous avez besoin pour des rénaux. Donc, si, exemple, on paye 200 000, on a besoin d'un 30 000 de rénaux, donc le maximum qu'on pourrait aller chercher. On va avoir besoin on va recalculer tous nos montants à partir d'un nouveau prix payé de 230 000. Donc, notre mise de fonds devrait être un 5 de 230. Et puis, la prime SCHL va être calculée également sur le nouveau montant total de prêt demandé. Donc, ça sera à surveiller là, si jamais vous avez besoin d'un montant supplémentaire pour les rénovations. Habituellement, les prêteurs vont débourser l'argent après les travaux. Donc, il faut trouver une façon de supporter les travaux en attendant, donc soit avec une carte de crédit ou avec une marge ou avec un fonds de roulement que vous aurez ramassé d'avance. Puis le prêteur va rembourser les rénovations une fois qu'elles vont être terminées, soit avec des factures ou soit en envoyant un inspecteur pour confirmer que les travaux sont faits. C'est possible de faire les travaux par nous-mêmes, mais idéalement, je vous dirais que le plus simple, c'est d'y aller avec un entrepreneur pour les prêteurs. Ça peut être fait par vous-même si vous gardez toutes vos factures ou si on fait venir un inspecteur à la fin des travaux. Problème important, j'en ai parlé un petit peu tantôt, en autant qu'on les règle, les problèmes importants, ça peut se faire.
Maison vendue sans garantie légale ou des reprises de finances, souvent les prêteurs vont demander une inspection, un rapport d'inspection complet. Donc, si vous n'aviez pas prévu de faire inspecter la propriété, vous ne vouliez pas gaspiller d'argent pour ça parce que vous connaissez bien les propriétés, c'est important quand même, dans ces cas-ci, de sans garantie légale ou une reprise de finances, ça se pourrait très bien que le prêteur oblige une inspection. Puis, à ne pas confondre les deux termes, là, inspection et évaluation. L'inspecteur, c'est lui qui va venir faire un rapport en dénonçant tous les problèmes de la propriété, tandis que l'évaluateur, lui, va venir confirmer la valeur de la propriété. Donc, dire combien elle vaut sur le marché. Ça se pourrait que le prêteur refuse votre propriété si jamais vous payez trop cher par rapport au prix qu'elle vaut sur le marché. Donc, des fois, les institutions financières vont analyser la propriété, vont se dire que ça en est cher par rapport au marché. Donc, vont peut-être envoyer un évaluateur à leurs frais juste pour confirmer que la maison vaut bel et bien le prix que vous payez. Donc, dans ce temps-là, on va recevoir le rapport. Si jamais l'évaluation sort plus basse que la valeur sur le marché, à ce moment-là, il faudra soit demander une baisse de prix ou augmenter notre mise de fonds pour compenser. Ça va. Si jamais vous avez des questions, là, des fois, je sais que j'avance un petit peu vite, là, mais vous pouvez, dans la conversation en bas, là, y aller sans problème. Je vais les lire. Puis sinon, vous pourrez les envoyer par courriel par la suite. Les documents, ça peut paraître comme une montagne un petit peu là, à préparer. Donc, c'est bien important de commencer d'avance à préparer nos documents, même si on prévoit acheter dans un certain temps. Commencer à ramasser nos documents tout de suite. Souvent, j'ai des clients qui vont acheter des documents importants, puis il faut les recommander au gouvernement. Des fois, ça prend un certain délai. Donc, si on ne s'y prend pas d'avance, on peut être un petit peu dans le trouble à ce niveau-là. Les documents qui vont être requis par les prêteurs, là, je vous en mets un petit peu plus épais que ce qu'on a besoin nécessairement, mais c'est pour avoir accès à tous les prêteurs. Évidemment, il faut avoir les documents que tous les prêteurs vont demander. Lorsqu'on est salarié, c'est le plus simple. Quand on est employé, exemple du gouvernement, là, ça, c'est les jobs les plus faciles à qualifier. Ce qu'on va avoir besoin comme document, une lettre de confirmation d'emploi. Donc, c'est quoi une lettre de confirmation d'emploi? Vous allez demander aux ressources humaines de votre travail ou à votre supérieur de vous faire une lettre qui confirme votre date d'embauche, votre salaire, votre poste. Et puis avec ça, un talon de paie récent, donc qui date de moins d'un mois. La lettre aussi doit dater de moins d'un mois. Donc, si jamais vous prévoyez acheter dans les prochains mois, vous pouvez commencer tout de suite à la faire demander. Si jamais la lettre date de plus d'un mois, au moins si on a un talon de paie qui est plus récent, on peut compenser avec ça. Ensuite, autre document qui peut être demandé par des prêteurs, en plus de la lettre de confirmation d'emploi, qu'on soit salarié ou qu'on ait d'autres emplois, ou si l'emploi date de moins de 2 ans. Les prêteurs vont demander des T4 des dernières années. Donc, tous les emplois que vous allez avoir eus dans les 2 dernières années, si jamais vous avez changé d'employeur, ils vont les demander. Avis de cotisation pour certains prêteurs aussi. Avis de cotisation lorsque vous recevez votre retour d'impôt, si vous en avez un. C'est un document qu'il faut vraiment conserver, surtout le fédéral. C'est le document avec lequel toutes les banques vont travailler. Donc, conservez-le. Puis, si vous ne l'avez pas conservé, faites-en la demande. Ça peut se commander par Internet ou vous pouvez les appeler directement et ils peuvent vous l'envoyer par la poste. Habituellement, ça prend un délai d'à peu près 10 jours avant de réussir à le recevoir. Donc, si jamais on veut se préparer pour l'achat d'une propriété, ben, essayez de l'avoir déjà de côté. Ensuite, pour les travailleurs autonomes, un petit peu plus demandants au niveau de la documentation, on va avoir besoin du T1 général. C'est quoi le T1 général? C'est votre rapport d'impôt, la partie fédérale. Et puis, on va avoir besoin de vos avis de cotisation des 2 dernières années. Puis, pour la dernière année, ils vont demander les deux paliers, donc provincial et fédéral, pour démontrer que vous ne devez pas d'impôt. Si jamais il y a de l'impôt qui est dû, il faut démontrer le paiement des dettes d'impôt. Ensuite, preuve de votre mise de fonds. On va avoir besoin de démontrer que vous avez l'argent disponible pour la mise de fonds. Il faut qu'elle soit disponible, qu'on puisse voir où elle était depuis les 3 derniers mois. Donc, si vous l'avez dans votre compte depuis les 3 derniers mois, c'est très simple. On va juste imprimer les relevés de compte des 3 derniers mois. Si c'est un don, à ce moment-là, on va demander une lettre de don qu'on va faire signer par le donateur et par vous, puis on va démontrer donc le dépôt de l'argent dans votre compte, ou on va faire étamper la lettre de don chez l'institution financière où l'argent est disponible. Puis ensuite, dernier document qu'on va demander, des documents relatifs à l'achat, donc la propriété, la fiche descriptive de la maison que vous voulez acheter, déclaration du vendeur. Donc, c'est tous les documents qui vont être demandés. Habituellement, si c'est un courtier immobilier qui fait la transaction, il va s'occuper de les envoyer directement au prêteur. Si c'est par vous-même, si c'est une maison par du proprio, donc la promesse d'achat que vous aurez signée, toutes les contre-propositions, si jamais il y en a eu, puis la fiche descriptive.
les comptes de taxes municipales et scolaires, je ne les ai pas écrits parce qu'habituellement, si vous achetez dans une propriété dans la région de Québec, ils sont tous disponibles sur le site web. Ensuite, les délais stressants. Donc, lorsque l'offre d'achat est acceptée officiellement, on a le décompte qui commence, donc le délai de 10 jours continue pour avoir notre approbation. Donc, idéalement, c'est comme je vous disais, il faut prévoir nos documents d'avance parce que les délais passent vite. 5 jours ouvrables, des fois, les banques sont un petit peu plus lentes, surtout au printemps, c'est la période où les prêteurs sont le plus occupés. Donc, des fois, ça peut être un petit peu plus long pour l'analyse. Donc, quand en plus, il nous manque des documents, bien, ça peut retarder le dossier, puis c'est pas rare qu'on va dépasser notre délai. Donc, c'est important d'être bien préparé. Ensuite, si on a le temps, idéalement, on peut envoyer le dossier en premier pour une préapprobation chez un prêteur. Donc, on peut faire préapprouver notre demande. Donc, à ce moment-là, il reste juste à envoyer les documents de la propriété. Mais au moins, votre dossier à vous a déjà été analysé par le prêteur, donc ça sauve du temps. Puis, vous allez avoir aussi un délai pour faire votre inspection. Puis, idéalement, on va essayer d'avoir l'approbation du financement pour ensuite envoyer l'inspecteur. Donc, il ne restera pas énormément de jours là, pour faire l'inspection. Donc, on essaye de réussir à obtenir l'approbation du financement le plus rapidement possible pour éviter de faire une inspection si jamais on est pour être refusé au financement. Ensuite, la promesse d'achat. J'explique un petit peu comment elle peut se faire. Premièrement, s'il y a un courtier immobilier qui est dans la transaction, c'est lui qui va s'occuper de toute la paperasse et de remplir l'offre d'achat avec vous. Donc, c'est très simple. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le formulaire qui est disponible sur du Proprio. Vous allez sur le site du Proprio dans la section acheteur. Vous pouvez imprimer un formulaire d'offre d'achat qui est déjà très, très simple et super facile à compléter. Si vous avez besoin d'aide, votre courtier hypothécaire comme moi peut vous aider à le compléter. On a la même formation que les courtiers immobiliers, donc on est très à l'aise avec ces documents-là. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. Ensuite, négociation. Souvent, les clients vont me demander de combien on peut essayer de négocier la propriété. Juste pour vous donner une idée, là, la négociation moyenne qui est faite là, sur le marché, c'est environ 4 à 5 du prix qui est demandé. Donc, quand le propriétaire affiche sa propriété, exemple une maison de 200 000, on peut s'attendre à essayer de négocier d'environ un 10 000 de la propriété. C'est sûr que dans certains cas où les prêteurs, les vendeurs vont demander un trop gros montant par rapport à ce que la propriété vaut, donc elle est surévaluée. Dans ce temps-là, on peut avoir une plus grande négociation. Dans certains cas, les gens vont demander vraiment un prix qui est très bas, très proche de la valeur marchande. Donc, dans ces cas-là, on va réussir un petit peu moins à négocier pour des gros, pour sauver beaucoup d'argent. Une chose qui est importante, ne vous fiez pas juste sur l'évaluation municipale de la propriété. L'évaluation municipale, c'est assez relatif. Souvent, les évaluateurs ne vont pas repasser une fois que les travaux auront été complétés. Certaines municipalités vont avoir des évaluations municipales qui sont beaucoup plus basses que d'autres. Donc, je vous dirais que ce n'est pas nécessairement un critère qu'il faut regarder à tout. Ce que vous pouvez peut-être plus regarder, c'est regarder dans le même secteur les valeurs des propriétés par rapport à l'évaluation municipale, puis voir si la propriété que vous regardez respecte à peu près les mêmes ratios. Sinon aussi, là, je vous dirais que vraiment l'outil le plus intéressant, là, allez vérifier les comparables des propriétés qui ressemblent à la vôtre, à celles que vous regardez, mais les vendus dans le même secteur. Quand vous allez sur du Proprio, vous faites une recherche, exemple, des maisons qui sont à vendre dans le même secteur que celles que vous regardez. Puis vous avez une section où vous pouvez choisir de regarder les propriétés qui sont vendues. Donc là, vous allez voir le prix à laquelle ils ont été vendus. Donc, vous pouvez comparer vraiment puis voir la valeur marchande de ces propriétés-là. Vous allez voir la date à laquelle ils ont été vendus. Donc, quand on trouve une des 4-5 propriétés qui ressemblent à celle qu'on regarde, on regarde le prix vendu. Ça peut nous aider à nous dire combien la propriété qu'on veut acheter vaut, puis essayer de faire une offre d'achat en fonction des comparables. Puis des fois, ben, quand vous allez amener votre promesse d'achat au vendeur, vous pouvez lui amener les comparables que vous aurez trouvés, puis essayer de négocier la propriété pour l'obtenir au meilleur prix possible en vous appuyant sur des faits, sur des propriétés qui ont été vendues dans le même secteur. Donc, des fois, ça peut vous aider. C'est une technique que je préconise beaucoup pour aider mes clients qui sont acheteurs. Ensuite, où magasiner, sur quel site regarder. Des fois, on prend le temps de regarder sur tous les sites de toutes les agences, Via Capital, Remax, etc. Perdez pas de temps, ils sont tous regroupés ensemble à la même place. Vous avez, grosso modo, à peu près 4 sites à visiter, là, qui sont les sites majeurs où on va retrouver des propriétés à vendre. Il existe d'autres sites que je n'ai pas notés là-dessus, mais la plupart des propriétés vont être là-dessus et sur d'autres sites. Les plus connus du Proprio, qui est le site numéro 1 immobilier au Québec. Donc, c'est un site qui est très, très consulté, qui a beaucoup de propriétés à vendre.
Puis des fois, il y a des bonnes aubaines à faire là-dessus, parce que certains propriétaires, des fois, connaissent un petit peu moins le marché, puis des fois peuvent afficher une propriété un petit peu moins chère que ce qu'elle vaut vraiment. Tandis que quand c'est un courtier qui fait la mise en marché, des fois, c'est un petit peu plus dur de réussir à trouver des super deals, malgré qu'il y en a quand même. Là. Mais du proprio, c'est assurément un incontournable. MLS Realtors, c'est le site, dans le fond, qui regroupe toutes les agences immobilières au Québec, même au Canada. Donc, vous avez accès à toutes les propriétés qui sont à vendre, que ce soit via Capital, Remax, peu importe le courtier, ça va apparaître là-dessus. Donc, je vous dirais que déjà avec ces deux-là, avec du Proprio et MLS, vous faites votre magasinage, vous allez voir pas mal tout ce que sur le marché. Il y en a certains vendeurs qui sont récalcitrants, qui ne payent pas ni la commission, ni du Proprio, qui vont mettre l'annonce gratuitement sur Kijiji ou sur les packs, ça coûte vraiment pas cher. Ça peut valoir la peine de jeter un coup d'œil de temps en temps pour voir s'il n'y a pas des deals à faire, des maisons pas trop chères. Mais je vous dirais que les deux plus importants, là, du Proprio MLS, vous allez voir pas mal tout ce qu'il y a sur le marché avec ces deux sites-là. Donc, ça fait le tour un petit peu pour les points que je voulais voir. Donc, je regarde mon temps, je suis à peu près dans le temps que je voulais durer. Je ne voulais pas être trop long. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez qu'on regarde votre dossier personnel, qu'on l'analyse ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone est ici, le 666-0486. Sinon, vous pouvez m'envoyer un courriel ou venir me voir sur la page Facebook. Puis, si jamais vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne chance dans vos recherches de propriété. Merci beaucoup d'avoir été présent. À la prochaine.